Bonjour Monsieur Bruno Schroeder, vous êtes directeur technologique de Microsoft Europe. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui en introduction à la conférence de presse du Job IT Day, qui sera un moment très important pour le recrutement dans le secteur informatique belge francophone. On souhaitait, par votre position, vous poser quelques questions sur la technologie, sur le secteur numérique, aujourd'hui, après 8 mois de confinement, et avoir notamment votre avis, parce que l'économie, on le sait, ne se porte pas nécessairement très bien. Or, il semble que le numérique se porte nettement mieux. Est-ce que vous avez des explications à donner? Oui, bonjour Pierre Lelon. Oui, l'explication, je pense, elle est relativement simple. En fait, nous sommes maintenant depuis 6 mois dans une période où les activités physiques et les activités en présentiel sont compliquées parce qu'il y a des précautions à prendre. Et donc, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'activités, beaucoup d'interviews, beaucoup de séminaires, beaucoup de rencontres se déplacent vers le monde virtuel. Et donc, effectivement, ça veut dire des nouveaux outils, ça veut dire de nouvelles méthodes qui passent par le digital. Alors, par ailleurs, le confinement, ça a aussi conduit beaucoup d'organisations et pas mal de gens à travailler à partir de la maison. Et donc, on a vu là aussi une adoption extrêmement forte, je dirais même un peu brutale, des outils de collaboration et des outils de travail, de télétravail et de travail à distance. Donc, tout ça, effectivement, ça représente une activité nettement plus soutenue dans le monde digital. Je peux même dire qu'avec le début du confinement, les entreprises du secteur de l'informatique se sont retrouvées être des répondeurs de première ligne des organisations de première ligne elles-mêmes, en fait. Une petite question. Y a-t-il des secteurs, à votre connaissance, qui aujourd'hui ont évolué plus vite, par exemple dans le secteur de la formation? On sait très bien qu'on a dû basculer entièrement à distance. Les médias en ont souvent parlé. Mais y a-t-il d'autres secteurs aussi? Donc effectivement, formation, les écoles, tout ce qui est enseignement, le basculement, elle a vraiment été absolument massif en fait. Alors, on a vu, enfin, sur les outils Teams de Microsoft, en quelques semaines, on a vu plusieurs centaines de milliers d'étudiants et de professeurs qui sont arrivés et qui ont commencé à l'utiliser. En dehors de ça, je dirais que il n'y a pas de secteur plus particulier qui se manifeste. C'est plutôt une caractéristique du type de fonctionnement. Donc, les entreprises, les organisations qui ont un modèle opérationnel, une culture et déjà les mécanismes en place pour pouvoir travailler à distance, justement, pour pouvoir utiliser des outils de collaboration, s'en sortent beaucoup mieux que celles qui travaillaient, je dirais encore, avec des organisations relativement statiques dans des bureaux avec du papier, par exemple. Je dirais le critère le plus important, ça a été la capacité à s'affranchir du papier dans les processus et à passer directement à du digital, à du workflow et à des documents qui passent par de l'email ou passent par n'importe quel type de média digital en fait. Merci Bruno. Une question par rapport à des jeunes qui souhaiteraient se reconvertir, parce que énormément de travailleurs du secteur numérique sont des gens en reconversion. Y a-t-il des métiers auxquels il faudrait peut-être être plus attentif actuellement? On sait très bien que beaucoup de métiers vont disparaître, donc vont émerger, pardon. Que faudrait-il conseiller ou préconiser à des jeunes ou moins jeunes? Oui, alors, en fait, on a à la fois de nouveaux types d'activités qui se dégagent, qui sont basées sur des nouvelles technologies. Et donc, on peut parler peut-être des développeurs en réalité augmentée ou ce genre de choses. Mais cela dit, néanmoins, quand on regarde les compétences et les métiers pour lesquels il y a le plus de recrutement maintenant, je dois dire qu'on reste quand même malgré tout dans des métiers relativement traditionnels. Donc vous le savez peut-être, mais Microsoft et LinkedIn, nous avons lancé une initiative de reformation visant 25 millions de personnes dans le monde. Donc on a mis gratuitement à disposition toute une série de curriculums dans le monde de l'informatique et une série d'applications qui permettent gratuitement à n'importe qui de s'évaluer et de suivre des formations dans ce domaine. Ce qu'on voit, c'est que, en Belgique, il y a déjà 51 000 personnes qui ont suivi ces formations il y a quelques semaines. Donc, on voit que l'attrait pour les métiers du digital en général et pour les métiers de la programmation sont assez importants. Mais là, donc, ce qui se dégage, et ça se dégage à la fois des professions qui sont le plus recrutées, des compétences qui sont les plus demandées en général, même en dehors de l'informatique. On voit ce qui vient en numéro 1, c'est la capacité à gérer des projets. Et donc, j'ai le bon vieux project manager et cette bonne vieille compétence qu'on acquiert parfois très tôt simplement en organisant des camps scouts, ça reste la compétence numéro 1 en fait. Et au-delà d'une compétence verticale qu'on peut avoir dans un domaine.
Alors, la deuxième compétence qu'on voit demander le plus souvent, pour le moment, c'est la compétence d'enseignement. Et ça aussi, je pense, c'est vraiment bien en phase avec ce qui se passe pour le moment. Les organisations doivent massivement passer à d'autres types de fonctionnement et doivent adopter de nouveaux outils. Et donc, quelqu'un qui est à la fois capable de gérer un projet ou quelqu'un qui est capable de pouvoir expliquer des choses et de pouvoir transmettre du savoir, ce sont vraiment des compétences qui sont extrêmement importantes maintenant. En matière de recrutement, on voit également toujours venir le commercial, hein, les account managers, mais évidemment aussi derrière les ingénieurs software, logiciels, la capacité à programmer est là aussi très importante. Et dans cette capacité à programmer, il n'y a pas que les grands champions de la programmation des systèmes ultra compliqués. Je veux dire, on voit que ça traverse quand même un peu toutes les catégories, notamment avec le passage au virtuel, la création de systèmes de vente en ligne, par exemple, le marketing en ligne, a vu une poussée vraiment très forte sur des compétences comme celle d'Adobe, par exemple, ou du JavaScript, qui sont des compétences relativement de base, quoi. Donc, en dehors de l'effet hype, mode qu'on pourrait avoir avec certaines nouvelles technologies, et il y en a un, je vais y revenir, les recrutements et les compétences qui sont demandées, ça reste quand même vraiment la capacité à atteindre un objectif en encadrant des équipes. Donc, c'est vraiment cette compétence de chef de projet. Ça reste la compétence d'explication de quelque chose. Comment est-ce que je peux transmettre à quelqu'un d'autre ce que je sais? Et ça reste les compétences de communication. Comment faire passer ce genre de choses vers des clients ou vers des personnes extérieures, en fait. Donc, voilà. Et ça sort, en gros, de ce que nous voyons sur LinkedIn. Alors, cela dit, et bon, c'est peut-être plus lié à l'arrivée de nouvelles technologies, mais donc très clairement, on voit une demande extrêmement soutenue pour toutes les personnes capables de gérer des données. Alors, ça va depuis l'acquisition, on voit une augmentation du besoin d'automaticiens, par exemple, hein, de gens qui vont être capables d'aller mettre des capteurs dans des environnements de production ou sur des machines qui sont capables de définir, de mettre au point ou de faire fonctionner l'électronique qui va ramener toutes ces données. On voit là un effet très net de l'Internet des objets. Aux capacités aussi de pouvoir structurer ces données, de les nettoyer, d'en faire quelque chose qui va être extrêmement utilisable dans d'autres environnements, et la capacité de les analyser et d'en tirer des enseignements. Une question, Bruno. Tu as évoqué les technologies hype. Alors, quelques années, on nous a dit investissez dans l'Internet des objets, dans l'open data. Puis il y a eu la réalité virtuelle, maintenant c'est tout sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai 25 ou 30 ans et vers quelle piste, indépendamment des profils métiers, qu'est-ce qui est peut-être le plus porteur ou le plus sûr pour l'avenir? Je ne sais pas, est-ce que tu as une boule de cristal? Alors, bon, boule de cristal, j'aimerais bien, hein, mais en tout cas, ce qui est certain, ce qui est porteur pour l'avenir, c'est la question des données, toute la problématique des données. Et dans les quatre exemples que vous venez de donner, donc l'IoT, l'open data, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, je vais sortir la réalité virtuelle, ça c'est vraiment un domaine un peu à part, mais les trois autres, ce qui est au cœur de tout ça, ce sont les données. Et donc, vraiment, en fonction de l'affinité qu'on a pour les concepts ou pour les applications pratiques, tout ce qui permet de capter des données, de mesurer des systèmes, d'enregistrer ces informations et d'en sortir de l'intelligence, ça, c'est absolument fondamental, en fait. Et donc, ça peut très bien être en tant qu'ingénieur automaticien ou électronicien sur une ligne d'acquisition, ou bien ça peut être en tant que statisticien ou data scientist, pour mettre au point des algorithmes ou des méthodes extrêmement sophistiquées dans un processus ou un autre. Donc voilà, quelqu'un qui développe une expertise dans le monde des données, je pense, n'aura pas de soucis d'emploi dans les 10, 20 ou 30 ans à venir, en fait. Alors à côté de ça, on a des activités qui sont liées en fait à la capacité que nous avons à traiter des interactions avec les êtres humains. Donc les chatbots par exemple, justement l'intelligence artificielle ou la réalité augmentée, ce sont des technologies nouvelles qui permettent d'interagir avec des êtres humains, et donc tout ce qui concerne la compétence d'interaction est quelque chose également dont on va avoir besoin. Et donc là, ça peut, bon, ça veut dire des psychologues, ça veut dire des linguistes, des spécialistes du langage, des spécialistes de la communication, donc des métiers qui ne vont pas spécialement être dans la technique de l'informatique, mais qui vont beaucoup plus être dans le relationnel.
À partir du moment où il faut construire un système informatique qui va entrer en relation avec les gens, les experts capables de bien comprendre ce qui fait le cœur de la relation entre les êtres humains et ce qui fait le cœur de le développement d'un semblant d'intimité digitale, ces gens, ce sont des compétences extrêmement intéressantes et extrêmement valorisables aussi à terme, en fait. Merci Bruno. Peut-être une toute dernière question qui va certainement intéresser beaucoup de personnes. Je sais que vous êtes par passion un grand connaisseur de tout ce qui est sciences cognitives, etc. On sait que ce qu'on apprend aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, sera peut-être déjà obsolète. Comment on doit réfléchir sa formation continue dans le secteur numérique, ou si on a envie d'aller dans le secteur numérique, et penser peut-être un métier à 10 ans, 20 ans, 30 ans? Alors je dirais secteur numérique ou même en dehors, effectivement, c'est un peu un de mes dadas. Hein. Donc, que ce soit en dehors ou dans le secteur numérique, je pense qu'une des compétences fondamentales que tout le monde va devoir acquérir, c'est la capacité à travailler en groupe et c'est la capacité à travailler avec des gens différents. L'intérêt de pouvoir travailler en groupe, ce n'est pas d'avoir 3 personnes qui vont être capables de faire la même chose, c'est d'avoir 3 personnes qui vont chacune soit voir le problème sous un angle différent, soit traiter des aspects différents du problème. Donc cette capacité de travailler en groupe, elle est fondamentale pour à peu près tous les métiers d'avenir. Je pense que dans le futur, plus personne ne va travailler seul, ou très peu de gens vont finir par travailler seuls. Et donc quand on travaille en groupe, eh bien, on doit développer évidemment un certain sens du partage du risque, puisque comme on est 3, 4, 15, 20 à travailler sur un même objectif, si une partie de l'équipe ne sont pas du tout concernés et se fout un peu de savoir si les choses vont bien se passer, ça ne marchera pas. Donc ce sens du partage du risque est vraiment très, très important. Et donc cette capacité d'empathie qu'on peut avoir dans un groupe, je pense que c'est une base fondamentale sur le plan du processus de travail, sur le plan du processus cognitif de base. Au-dessus de ça vient aussi la capacité à expliquer ce qu'on sait faire. Et alors, ça peut être pris de manière un peu négative, hein, mais à savoir mettre en scène les compétences qu'on a. Quand on travaille en environnement virtuel, comme nous le faisons maintenant, par exemple, hein, ou quand on travaille avec des groupes qui ne sont pas spécialement sous le même toit, dans la même pièce, la possibilité, la capacité que quelqu'un peut avoir à faire comprendre à quelqu'un de l'autre côté ce qu'il peut faire et où peut être sa contribution, ça devient aussi une caractéristique assez importante. Et ça, ce sont des choses qu'on acquiert dans des activités relativement accessibles à tout le monde. On va acquérir ça en faisant de la musique dans un groupe, en participant à une pièce de théâtre ou ce genre de choses. Donc, je dirais qu'il y a une espèce de socle comme ça, très, très générique, qui est important. Alors en matière de compétences et de processus cognitifs, je pense qu'il y en a 2 qui vont être extrêmement importants dans l'avenir. C'est d'une part la capacité à penser comme les algorithmes. Et donc c'est savoir en fait quelles sont les méthodes que les programmes utilisent pour arriver à trouver une solution. Et là aussi, ça a l'air un peu compliqué comme ça. Il y a beaucoup de livres dessus, mais jouer au mastermind et gagner au mastermind, ça développe la compétence algorithmique. Construire toute la logistique et le fonctionnement d'un camp scout, ça développe aussi des compétences algorithmiques. Il faut savoir comment sérier le problème et comment régler ce genre de choses en petits éléments. Donc, penser algorithmique est vraiment, vraiment absolument important. Je pense que ça devrait s'apprendre dès la maternelle, en fait. Il y a des exercices qui peuvent se faire. Et alors, l'autre qui est, je pense, là, un peu plus compliqué, c'est face à l'avènement de l'intelligence artificielle, et des méthodes qui sont derrière l'intelligence artificielle, qui sont des méthodes d'interprétation statistique et probabiliste. Il est vraiment important pour de plus en plus de gens de comprendre la nature des probabilités, la nature d'une approche statistique d'un problème et comprendre quel est le processus qui permet de prendre des décisions qui sont des décisions de nature probabiliste. Nous sommes tous entraînés à travailler sur des modèles, des équations, des choses rationnelles qui s'enchaînent, et donc nous savons faire des déductions. C'est une méthode de résolution de problèmes. La méthode que l'informatique permet maintenant, essentiellement à travers l'intelligence artificielle, c'est de mettre en œuvre quelque chose qui est la solution la plus probable. Donc quand Netflix vous propose des films ou des séries à regarder, sur base de ce que vous avez déjà regardé,
il calcule une probabilité que vous puissiez être intéressé par ce genre de choses, parce qu'en fait, d'autres personnes qui ont regardé les mêmes choses se sont intéressées après et ont donné un rating positif pour telle et telle série ou tel et tel positif. Tel ou tel film, pardon. Et donc, l'algorithme de Netflix va supposer qu'il y a une bonne probabilité que vous alliez apprécier ces films aussi. C'est une décision probabiliste. Il ne vous connaît pas, mais malgré tout, il propose quelque chose qui peut avoir un intérêt. Ça, c'est un mode de pensée très nouveau et très différent, qui peut aussi s'apprendre assez facilement. Ça peut s'apprendre à l'école primaire avec une série d'exercices. Et je pense que dans la clé des capacités à terme, il y a toujours donc cette capacité à travailler en groupe, ce sens du partage du risque, la capacité à utiliser la pensée algorithmique et à pouvoir prendre des décisions de nature probabiliste. Avec ça, on est parti pour 50 ans. Un très grand merci Bruno. En tout cas, c'était une introduction remarquable au Job IT. J'espère qu'en effet, beaucoup de personnes seront aussi tentées et m'avoir passionné pour rejoindre le secteur numérique. Un grand merci Bruno.